Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette édition. Merci d'être avec nous. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Les petites pensions de retraite revalorisées de 2% pour lutter contre les effets de l'inflation. Cette décision votée fin avril est applicable depuis le 1er mai. L'une de nos équipes a rencontré 3 retraités. Promouvoir la santé à l'école grâce au sport, à la prévention ou aux activités culturelles, c'est tout l'objectif du label École en santé, un concept de l'OMS adapté au contexte polynésien. 38 établissements ont été labellisés cette année. Nucléaire en Polynésie, enquête de vérité, c'est le titre d'un nouveau documentaire diffusé sur la chaîne parlementaire LCP. Les documents déclassifiés confirment que la France a fermé les yeux sur les conséquences sanitaires des essais. Nous en parlerons avec le réalisateur Emmanuel Amara. Il sera en direct depuis Paris. Et puis ne manquez pas notre dernière escale à Ahe au Tuamotu. Grâce au Cobia et au Marevanui, cet atoll est ravitaillé toutes les semaines. Le village prend alors des allures de marché. Mais d'abord, cet incident lors d'une plongée à la passe Nordhoff de Punauia. La victime est une jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle était en fin de formation. Elle a été ramenée inconsciente par des plongeurs jusqu'aux 3 pontons de Olohiti cet après-midi. Écoutez le récit de Teaunoa Ave, chef d'agrès des pompiers de Punauia. On est arrivé sur les lieux, on a pris en charge de la victime qui était à l'intérieur du bateau, que les plongeurs ont fait le massage cardiaque. Et là même, j'ai repris la fille, on a remis sur le quai pour faire le premier bilan. Voilà. Et sinon, la victime a respiré, mais elle était inconsciente. On l'a mis sur PLS, en PLS, ensuite oxygénée à 15 litres minute. Et la victime est désormais hors de danger. Les membres du conseil d'administration de la CPS avaient été quasiment unanimes sur le sujet. Depuis le 1er mai, les retraites de la tranche A sont revalorisées de 2%. Est-ce assez pour faire face à l'inflation? Les syndicats répondent non, ce n'est pas suffisant. Stéphane Ratino et Marcel Bonneau ont rencontré Francine, Linda et Jeanne, 3 retraités. Regardez. Ça ne bouge rien du tout. Parce qu'avec la vie qui est chère en ce moment, 2%, ça... il n'y a rien. Chez Francine, les amis sont venus. Autour de la table, avant le repas en commun, l'adresse des mains fait son œuvre. De petits ouvrages, de ces petits travaux que l'on pourrait faire pour seule distraction, mais qui aujourd'hui ont une autre fonction, affronter le quotidien. Car ces sympathiques dames font partie de cette moitié de retraités du Fénois, avec une pension qui ne dépasse pas les 110 000 francs. Alors, au milieu de papotages amicaux, elles pensent à l'économie. On est obligé de faire les éventails pour vendre. C'est pour arrondir les fins de mois? Ben oui, sinon, comment il y a? Enfin voilà, on est en train d'entrer dans une petite association pour nous aider, qu'on puisse avancer un peu. L'augmentation de 2%, ça y est, les pensions enverront l'addition dès ce mois de mai. Un coup de pouce bienvenu, mais qui fait discussion dans le monde syndical. Claude a sorti ses graphiques, s'y croisent l'inflation, le niveau de pension et le taux de cotisation. Avec les prix mondiaux qui flambent, il s'inquiète. Le pouvoir d'achat réel devrait s'essouffler. Sa plaidoirie, une autre clé de répartition vers les retraités modestes. On peut faire mieux. Pour faire mieux, il faut regarder exactement la situation des retraités en Polynésie. Qui touche quoi, qui est exonéré de quoi, de façon à faire une redistribution sociale plus juste. Le vrai problème n'est pas un problème d'argent, à mes yeux, au niveau de notre syndicat, c'est un problème de répartition des efforts et de problème de solidarité. Francine et ses amis mettent en pratique une solidarité quotidienne, de tout petits riens, mais qui font du bien. Car à défaut d'une pension de retraite richement dotée, leur amitié vaut de l'or, mais elles ne diraient pas non à un nouveau coup de pouce donné à leur pouvoir d'achat. 43% des adolescents en surpoids, 29% qui ont consommé de la drogue au moins une fois. Ces chiffres de 2016 ont motivé le gouvernement à mettre en place le dispositif École en santé. Cela passe par le développement de plusieurs compétences, le sport, la diététique alimentaire, la culture locale ou tout simplement la confection d'un potager. Exemple à l'école Taïmoana avec Ismaël Tahiata et Jérôme Lee. C'est un green unique en son genre. Particularité, il n'a que 9 trous. Ce chantier embêtant a nécessité 10 mois de travail et de concertation.
On nous a demandé, en tout cas au dispositif de l'ULIS, de réaliser un cahier des charges où nous devions rendre une maquette de ce que nous avions projeté pour ce mini-golf. La thématique que nous avons choisie, nous avons essayé de rester collés à notre nom qui était Moana, à la culture évidemment, donc nous avons choisi les animaux marins. Malgré leurs différents handicaps, les élèves de Belinda ont été choisis comme porteurs du projet. Ils n'ont pas hésité à mettre la main à la pâte. J'ai fait le ciment, la peinture. C'est difficile? Non. Qui tu étais, toi? Maîtresse. La maîtresse? Et il y avait d'autres personnes? Ouais. Qui alors? C'est moi. À l'atelier Vivre les Arts, ça marche du tonnerre. Les percussions font partie intégrante de la culture polynésienne. 3 classes de CP y participent à raison d'1 heure par semaine. Et voilà le résultat après 2 mois seulement de pratique. Outre les compétences, on va dire, culturelles et artistiques, c'est surtout que ça développe des compétences transversales, c'est-à-dire l'écoute, savoir s'écouter les uns les autres pour participer à un projet collectif, la posture, la concentration et surtout la mémoire. Et c'est vraiment des compétences qu'ils vont avoir besoin pendant toute leur scolarité. C'est ici que l'espoir prend racine et ça pousse plutôt bien. Des concombres, des carottes. Des légumes qui sont bons pour la santé. Une fois encore, le bien manger est au centre des préoccupations. Et pour que cela aboutisse, il faut prendre soin du potager. Ces projets-là pulsent un petit peu les activités en classe. Ça vient en complément pour donner du sens aux apprentissages pour nos élèves. L'hygiène corporelle, le savoir-vivre ensemble ou encore l'école sans tabac, autant d'exemples d'actions qui peuvent être mises en œuvre dans les écoles. À ce jour, 38 établissements scolaires participent au projet École en santé. Autre initiative du pays en matière de santé, les Assises de la santé. Elles démarrent demain. Les représentants des hôpitaux et des cliniques seront présents, ainsi que les partenaires sociaux et les membres du CESEC. Objectif, trouver les solutions au financement de la protection sociale généralisée. En 2021, son budget était de 150 milliards de francs et son déficit de plus de 5 milliards. Un déficit qui se creuse. Bonsoir David Chang. Quels seront les thèmes abordés ? Bonsoir. Alors, les discussions vont s'orienter vers deux grandes branches qui nécessitent le financement de la PSG, la retraite et aussi la branche de la santé. Sur ce graphique qui relate les chiffres de 2020, vous voyez que la retraite demande 44% des finances de la PSG. C'est une branche en difficulté parce que la population polynésienne est vieillissante. Entre 2000 et aujourd'hui, on a 2 fois plus de personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. Mais c'est bien la branche de la santé qui nécessite le plus de financement. Vous le voyez ici en orange, 49%. C'est près de la moitié des finances de la PSG. Et lorsqu'on se concentre sur les différentes catégories de soins, on se rend compte que c'est les soins hospitaliers ici en rouge qui coûtent le plus cher, 39%. Ici, on parle des hôpitaux comme le Taoné, mais également des cliniques privées. On a ensuite les soins ambulatoires. Ici, on parle des médecins et des infirmiers libéraux et à domicile. Et ça représente 26% des dépenses de la santé. Ensuite, nous avons les dépenses en médicaments, donc la pharmacie, 15% des dépenses de la PSG. Et ici, ce sont bien sûr les médicaments qui sont souvent remboursés à hauteur de 70% par la CPS. Et ici, dans ce triangle blanc, j'ai mis autres dépenses, ça représente 19%. Et ici, on va parler des arrêts de travail, des alternatives à l'hospitalisation. Ce sont les centres spécialisés et également les évacuations sanitaires qu'on appelle les EVASAN, Cybèle. Alors David, est-ce que avec le Covid, le nombre d'EVASAN a diminué ?
Alors oui, il a diminué. Les Evasan à l'étranger ont diminué de 33%. C'est notamment dû à la fermeture des frontières de la Nouvelle-Zélande. Au niveau des îles, elle a également diminué. Regardez ici, entre 2019 et 2020, elle est passée de 30 000 à 22 000. C'est une diminution de 25% du nombre des Evasan dans l'espace d'un an. Mais ici, on parle que des Evasan programmés parce qu'il y a également les Evasan d'urgence qui, elles, sont restées constantes. De 3 400, on est passé à 3 252. C'est une variation d'à peu près 150 cas. Mais il y a également un dernier point important, Cybèle, à mettre en avant, c'est l'évolution du nombre de personnes en situation de longue maladie. On s'est concentré ici sur l'hypertension artérielle et sur le diabète sucré. Entre 1995 et 2020, regardez l'évolution ici des deux courbes. C'est simple, entre 2005 et 2020, le nombre de cas a tout simplement été multiplié par 2. Et ce point-là va être longuement discuté à ces assises de la santé, Cybèle. Merci beaucoup, David, pour toutes ces explications. Le Blue Climate Summit approche. Cette grande conférence sur le climat doit se dérouler du 14 au 20 mai, en grande partie à bord du paquebot Paul Gauguin. Des invités prestigieux sont attendus, mais finalement, le prince Albert de Monaco sera représenté par son neveu. L'ambition de ce sommet est de stimuler les investisseurs sur la question du changement climatique. Des porteurs de projets seront récompensés. Et en marge de ces réunions, le pays organise plusieurs événements, notamment un grand concert le 20 mai à Tohata. Les précisions de Heremoana Mamatua Yahutapu, ministre de la Culture et de l'Environnement. Si toutes ces personnalités, chercheurs, financeurs, voilà, ou gens de la presse viennent ici chez nous débattre du changement climatique, de l'innovation, de ce qui peut être fait dans le cadre de la protection des océans, nous on a aussi des choses à dire. Et ça tombe bien, nous célébrons cette année les 20 ans du sanctuaire des mammifères marins. Nous sommes le plus grand sanctuaire des mammifères marins au monde et nous avons surtout été le premier pays au monde à protéger les requins. Nous avons réussi à entraîner dans notre sillage Hawaï, qui a aussi pris une disposition l'année dernière dans ce sens. Mais voilà, on veut montrer aussi, on veut dire à tous ces gens ce que l'on fait déjà depuis longtemps dans ce pays. Ce documentaire, à présent, qui lève le voile sur une période de l'histoire polynésienne longtemps gardée secrète, les 46 tirs nucléaires atmosphériques, puis les 147 tirs souterrains jusqu'en 1996. Les archives déclassifiées confirment que l'État savait que les gambiers, Reao, Tureia et Tahiti avaient été exposés. Les chiffres ont été minimisés. Nucléaire en Polynésie, enquête de vérité, c'est le titre du film. Voici un extrait. Depuis que la décision a été prise de se retirer d'Algérie, plusieurs possibilités sont envisagées pour l'expérimentation nucléaire. Les îles Kerguelen, la Corse, le Massif central, les Landes et dans le Pacifique, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Finalement, les militaires ne proposent qu'une seule option à De Gaulle. Les Anglais, les Américains, depuis les années 46-47, tirent dans le Pacifique. Donc d'une certaine façon, l'endroit a une mémoire, l'opinion publique de la région et mondiale est préparée à l'idée qu'on tire dans un endroit où l'on a déjà tiré. Et faire tirer dans le Pacifique, c'est rappeler que la France est aussi une puissance océanienne et qu'elle ne se couche pas devant les Américains à un moment où ils sont évidemment en pleine affirmation impériale pendant la guerre froide. Outre les militaires, De Gaulle fait mettre en place un dispositif de sécurité et de surveillance de toute la Polynésie et de ses hommes politiques. Et on va rejoindre tout de suite Emmanuel Amara. Bonjour Emmanuel Amara, je vous dis bonjour car il est 7h du matin pour vous à Paris. Merci d'être avec nous. Au fil de votre documentaire, on comprend à quel point la vérité a été minimisée, voire complètement cachée aux Polynésiens. On ressent de l'injustice, c'est ce que vous vouliez montrer ? Oui, ce que je voulais montrer, c'est que voilà, dans le cadre d'une politique très particulière, puisqu'il s'agissait quand même de la mise en route d'un programme nucléaire militaire,
l'État français en fait s'est donné en fait tous les moyens, quitte à cacher la vérité, parce que voilà, il y avait une dimension stratégique et que évidemment il a demandé un sacrifice, et ce sacrifice il a été demandé aux Polynésiens. La population des Gambiers a clairement été contaminée et il n'était pas envisageable d'évacuer les habitants. Cela aurait eu un effet politique désastreux. C'est ce que vous dites dans le documentaire. C'est ce que je dis, c'est ce que disent les historiens qui ont travaillé sur ce dossier, sur ces recherches, et qui ont eu accès donc à tous ces documents déclassifiés. Oui, c'est-à-dire que vouloir, parce qu'ils se sont rendus compte très rapidement, donc après ce premier essai, qu'il aurait fallu évacuer toute la population de l'archipel. En fait finalement ils pensaient s'être préparés, mais ça n'était pas totalement prêt. Ils pensaient avoir tout prévu, mais évidemment on ne peut pas tout prévoir, hein, et qu'effectivement de façon assez cynique on n'a pas voulu évacuer les habitants, sinon ça aurait remis en cause tout le programme nucléaire. On sait aussi qu'un nuage est arrivé jusqu'à Tahiti en 1974, après le tir Centaure. Vous avez rencontré Jacqueline Tetoé dans le film, qui est malade aujourd'hui. Elle est très digne, comme beaucoup de malades polynésiens. Cela vous révolte ? Oui, ce qui est révoltant, c'est d'abord, ça a été le mensonge, ensuite le mépris, parce que les effets radio-induits de ces nucléaires ont touché quand même beaucoup de gens, et beaucoup de gens se battent depuis avec des associations qui font un travail remarquable. On se bat contre une administration qui, elle, cherche à gagner du temps, ou a mis en place des processus extrêmement longs qui font que ces gens souvent sont décédés et leurs ayants droit aujourd'hui ont du mal à obtenir gain de cause. On parle beaucoup de documentaires d'impact aujourd'hui. Pensez-vous qu'il y aura une prise de conscience grâce à votre film ? C'est une petite goutte d'eau. Moi, je m'appuie sur le travail d'une commission, d'un ensemble d'historiens, de géographes, d'anthropologues qui ont fait un travail assez remarquable à la demande du gouvernement de Polynésie. Donc j'espère que leur travail, et dont je suis juste un relais en fait, permettra de faire avancer un petit peu les choses. J'ai l'impression que du côté de l'État français, on commence à prendre conscience de l'ampleur de ce qu'a été ce drame pour beaucoup de gens en Polynésie. Merci. Voilà, j'espère tout simplement que ce sera une petite goutte d'eau qui contribuera à cela. Merci beaucoup Emmanuel Amara. Nucléaire en Polynésie, en quête de vérité, c'est donc le nom de votre documentaire. Il sera diffusé lundi 9 mai à 20h30 sur LCP. L'État réagira peut-être à ce film, surtout après le passage d'Emmanuel Macron en Polynésie, mais également de Sébastien Lecornu. Nommé en juillet 2020, il pourrait perdre le portefeuille du ministère des Outre-mer à l'occasion du remaniement à venir. Des référendums en Nouvelle-Calédonie au revers électoral de la présidentielle, en passant par la crise sanitaire et sociale qui a touché les Outre-mer. Que retenir de ces 2 années ? Réponse avec Outre-mer Première. Il aura assuré les 2 dernières années du quinquennat. Sébastien Lecornu. C'est lui qu'Emmanuel Macron choisit pour succéder à la Saint-Pierraise Annick Girardin au ministère des Outre-mer en 2020. Lui, le Normand, né en région parisienne, un choix moyennement apprécié de la classe politique ultramarine. L'ancienne présidente du conseil régional guadeloupéen tweet à l'époque sa déception. Je regrette que le ministère des Outre-mer ne soit plus confié à un originaire de ces territoires, mais je reconnais en Sébastien Lecornu un bon connaisseur de nos dossiers. Car le nouveau locataire de la rue Oudinot connaissait bien les Outre-mer avant d'en prendre la tête. D'abord comme secrétaire d'État à la transition écologique, puis comme ministre chargé des collectivités territoriales, il avait effectué de très nombreuses visites dans les territoires. Lorsqu'il prend ses fonctions, début juillet 2020, Sébastien Lecornu est plongé dans la crise Covid. La Guyane et Mayotte sont particulièrement touchés, puis la plupart des territoires connaîtront des tensions très fortes, creusant les plaies déjà béantes de leur système de santé. Au point pour le gouvernement
de devoir envoyer des renforts et d'instaurer une série de mesures, de nombreuses restrictions, souvent plus sévères qu'en Hexagone, face à la virulence de l'épidémie dans ces territoires. À voter. Parmi les grands dossiers de Sébastien Lecornu, 2 référendums sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, mais le dernier scrutin n'a pas fédéré. En cause, la date fixée par l'État, le 12 décembre 2021, trop tôt pour les indépendantistes. On finit par oublier que le calendrier de l'accord est quelque chose qui doit être partagé, mais que le calendrier des consultations est la compétence exclusive du gouvernement de la République. Le caillou du Pacifique est resté français, mais le scrutin divise toujours. Un rejet de la politique Macron par l'outre-mer cristallisé lors de la présidentielle 2022. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont raflé les suffrages, mais sa proximité avec le chef de l'État devrait assurer à Sébastien Lecornu une place dans le nouveau gouvernement. Et la présence de l'État dans le Pacifique, c'est aussi cet exercice des forces armées, l'exercice Marara 2022, prévu du 8 au 20 mai. Pour sa première édition internationale, il réunira une douzaine de pays de la région Pacifique, avec plus d'1 millier de militaires. Parmi les bateaux présents, l'USS Pearl Harbor, le Bougainville et le patrouilleur Arago. L'exercice se déroulera dans les îles de la Société, dont une partie a été rebaptisée fictivement Greenland. Il s'agira des îles de Huahine, Raiatea et Bora Bora. Écoutez les précisions du contre-amiral Jean-Mathieu Ray. Il répond à Jacques Damour. Le savoir-faire qu'il est intéressant de repratiquer, c'est d'avoir des sections donc, de l'armée de terre, des US Marines, de l'US Army, qui travaillent ensemble, très intégrés dans une même unité. Donc sur le terrain, par exemple à Huahine, tous ensemble, Français et Américains, à conduire des opérations ensemble. Plutôt donc intégrés plutôt qu'à côté. Dernière escale à Ahé ce soir pour notre rubrique Ahai-Whenua. Les habitants de cet atoll des Tuamotu sont privilégiés. Le ravitaillement de l'île est effectué toutes les semaines par 2 navires, le Kobia et le Marevanui. Lorsque les 2 bateaux sont à quai, le village prend alors des allures de marché. Ayata Tarahu et Marcel Bonneau se sont immergés dans ce lieu de vie. De mémoire d'habitants, 2 goélettes dans le lagon au même moment est assez rare. On est au mouillage, mais on attend que Dory va partir, mais c'est là qu'on est sur le quai. Le quai prend alors des allures de marché. On se rencontre, on partage des histoires, la vie au Tuamotu. Pour quelques habitants du secteur, c'est aussi l'occasion de faire de bonnes affaires. Qu'est-ce que vous avez acheté? Alors, ce qui restait, c'est-à-dire les 2 pizzas jambon bacon et puis le dernier plat couscous. Voilà. Ça fait du bien de manger autre chose. Ouais, pour le moral. Et puis voilà, on profite de notre passage au village pour faire les achats nécessaires et de première nécessité. Et puis c'est aussi l'occasion pour nous d'attendre toutes nos affaires sur le Marevanui. Voilà. Carburant, bonbonnes de gaz, fruits et légumes, des marchandises essentielles pour ses habitants. Ici, les achats sont effectués à la volette. On est venu acheter des fruits, des légumes, différents fruits. Cette dépendance, ces Iliens l'ont choisie, conscients malgré tout que résider sur une île, ce n'est pas le paradis tous les jours. Pour les non-habitués, cela peut faire l'effet de journée emprisonnée, mais dans une prison particulièrement dorée. Et je vous rappelle l'information principale de cette édition. Les membres du conseil d'administration de la CPS avaient été quasiment unanimes sur le sujet fin avril. Depuis le 1er mai, les retraites de la tranche A sont revalorisées de 2%. Mais les effets de l'inflation sont tels qu'il faudrait encore augmenter ces petites retraites. C'est en tout cas l'avis des syndicats. Au programme de votre soirée ce soir sur la première, votre divertissement Pa'oaura, puis la série américaine The Good Doctor. À la une de Tahiti Info demain, désastre écologique au Raromatei. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur nos antennes. On se retrouve demain soir.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.